Le 22 juin 1940, dans le même wagon de train de Compiègne où l'Allemagne avait signé sa reddition en 1918, la France capitula face au Troisième Reich. La campagne avait duré à peine 6 semaines, depuis le début de l'offensive le 10 mai jusqu'à la signature de l'armistice. Une armée considérée comme l'une des plus puissantes d'Europe s'effondra devant une stratégie qui combinait blindés, aviation et vitesse d'une manière que personne n'avait encore expérimentée à cette échelle. Pour le haut commandement allemand, ce ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut la confirmation que leur machine de guerre fonctionnait mieux que celle de n'importe quel rival continental. Mais ce triomphe cachait un paradoxe qui allait finir par définir le reste de la guerre. Plus la Wehrmacht se révélait victorieuse, moins il restait d'espace pour ses propres généraux dans la prise de décision. Adolf Hitler, qui avait douté et hésité durant la planification de la campagne de France, en sortit convaincu de son propre génie stratégique. À partir de ce moment, il commença à se méfier de plus en plus de l'état-major, à intervenir directement dans les décisions tactiques et à traiter les avertissements de ses officiers comme des marques de lâcheté ou de manque de foi. Cette dynamique, documentée dans les journaux du chef de l'état-major de l'armée de terre, Franz Halder, et dans les mémoires de plusieurs commandants sur le terrain, éroda au fil des ans la capacité de l'Allemagne à corriger ses erreurs stratégiques avant qu'elles ne se transformassent en catastrophe. L'été 1940 fut un moment d'une exceptionnelle ambiguïté. Hitler, satisfait de la victoire et convaincu que la Grande-Bretagne demanderait la paix d'elle-même, se montra durant plusieurs semaines plus passif qu'à l'accoutumée face aux décisions militaires, laissant ses généraux discuter entre eux des options pour la phase suivante de la guerre. Ce fut une parenthèse brève, mais réelle, au cours de laquelle l'état-major disposa d'une marge de manœuvre plus grande que celle qu'il n'aurait jamais par la suite. Que se serait-il passé si cette parenthèse s'était prolongée, si le groupe de généraux qui avait conçu la victoire sur la France avait conservé le contrôle effectif de la stratégie allemande dans les mois et les années à venir? C'est l'une des grandes questions non résolues de l'histoire militaire du XXe siècle. Dès l'après-guerre, l'historien britannique Basil Liddell Hart soutint qu'une stratégie méditerranéenne cohérente aurait représenté une menace plus grande pour la position globale de l'Empire britannique que toute tentative de débarquement direct sur les îles. Des décennies plus tard, des historiens de l'économie comme Adam Tooze nuancèrent cet optimisme, démontrant par des données de production industrielle qu'aucune combinaison de décisions militaires, aussi judicieuses fussent-elles, n'aurait pu compenser entièrement le désavantage structurel de l'Allemagne face à la capacité conjointe de ses ennemis. Entre ces deux pôles, celui du calcul stratégique pur et celui des limites économiques inéluctables, oscille la question qui traverse cet épisode. Et pour l'aborder avec rigueur, il faut commencer par comprendre comment le pouvoir était réellement réparti au sein de la machine de guerre allemande à l'été 1940. La architecture du pouvoir militaire allemand. Le système de commandement allemand de 1940 n'était pas une simple pyramide avec Hitler au sommet et les généraux en dessous. C'était une structure fragmentée, délibérément conçue pour qu'aucun organisme militaire n'accumulât un pouvoir suffisant pour contester l'autorité politique, une leçon qu'Hitler avait intériorisée dès ses premières années au pouvoir, lorsqu'il consolida son contrôle sur les forces armées elles-mêmes après la prétendue nuit des longs couteaux de 1934 et l'élimination ultérieure de tout centre d'autorité militaire capable de rivaliser avec son leadership personnel. Au sommet formel se trouvait l'Oberkommando der Wehrmacht, l'OKW, dirigé par le maréchal Wilhelm Keitel et son chef des opérations, Alfred Jodl. L'OKW fonctionnait comme un secrétariat militaire personnel d'Hitler, sans autorité opérationnelle propre sur l'armée de terre, et ses deux responsables étaient connus au sein même du corps des officiers pour leur loyauté inconditionnelle, au point que certains collègues les surnommaient avec dérision en référence à leur disposition à acquiescer à n'importe quel ordre. Le véritable poids professionnel résidait dans l'Oberkommando des Heer, l'OKH, le haut commandement de l'armée de terre. Il était dirigé par le général Walter von Brauchitsch, un officier compétent mais au caractère docile, qui cédait habituellement face à la pression d'Hitler, même lorsqu'il était en désaccord en privé. Le cerveau analytique de l'OKH était Franz Halder, chef de l'état-major général, un officier méthodique formé dans la tradition prussienne de planification détaillée.
qui tenait un journal où il consignait fréquemment sa frustration face aux décisions improvisées du chef politique. Brochich traînait en outre une limitation que peu de récits sur cette période mentionnent avec suffisamment de poids. Il souffrait de problèmes cardiaques diagnostiqués dès 1939, une condition qu'Hitler connaissait et qu'il utilisa à plus d'une reprise comme argument implicite pour écarter ses objections, suggérant que le stress de la responsabilité pouvait aggraver sa santé s'il insistait à marquer son désaccord. Cette fragilité physique se combinait avec un tempérament que plusieurs officiers contemporains décrivirent comme excessivement déférent envers l'autorité politique, un trait qui limitait structurellement sa capacité à diriger le moindre bloc de résistance institutionnelle au sein de l'état-major, même dans les moments où les circonstances lui étaient favorables. À cet organigramme s'ajoutait l'Abwehr, le service de renseignement militaire dirigé par l'amiral Wilhelm Canaris, une figure ambiguë qui maintenait ses propres canaux de communication conjointe avec des secteurs conservateurs de l'armée sceptique quant à la direction politique du régime, sans que ce réseau ne se traduisît en 1940 par une posture institutionnelle définie sur la stratégie à suivre après la chute de la France. En dessous d'eux opérait un groupe de commandants sur le terrain qui avait acquis un prestige immense durant la campagne de France. Gerd von Rundstedt, à la tête du groupe d'armée A, était l'officier le plus élevé en grade et le plus expérimenté, représentant de la vieille aristocratie militaire prussienne. Erich von Manstein avait été l'auteur intellectuel du plan qui permit de traverser les Ardennes et de surprendre les Alliés, bien que sa proposition initiale eût été rejetée par Halder lui-même avant de s'imposer par d'autres voies. Heinz Guderian avait démontré en pratique le potentiel des divisions de Panzer à la tête d'une avance que beaucoup de généraux traditionnels considéraient comme téméraire. Erwin Rommel, encore simple commandant de division à ce moment-là, avait fait preuve d'une agressivité tactique qui attira l'attention d'Hitler. À cela s'ajoutaient deux branches ayant leurs propres intérêts. La Kriegsmarine, commandée par le grand amiral Erich Raeder, était consciente de son infériorité numérique face à la Royal Navy et poussait, dès avant la chute de la France, vers une stratégie méditerranéenne comme alternative plus viable qu'un affrontement naval direct dans la Manche. La Luftwaffe, sous Hermann Göring, combinait un pouvoir militaire réel avec un poids politique qu'aucun général de l'armée de terre ne pouvait égaler, puisque Göring était en outre le deuxième homme du régime et maréchal du Reich. Cette fragmentation avait une fonction politique précise. Hitler avait construit le système pour que chaque branche dépendît de son arbitrage et pour qu'aucune coalition de généraux ne pût lui présenter un front unifié. Ce fut exactement cette structure qui, en pratique, empêcha que, même dans les moments de plus grande marge de manœuvre de l'état-major, n'émergeât un bloc cohésif capable d'imposer sa propre ligne stratégique durant une période prolongée. Avant même la capitulation française, il s'était déjà produit un épisode qui anticipait la tension à venir. À la fin de mai 1940, alors que le corps expéditionnaire britannique et une bonne partie de la première armée française étaient acculés contre la mer à Dunkerque, les divisions de Panzer de Guderian et de Rundstedt étaient en position d'anéantir les forces prises au piège. Le 24 mai, Hitler ordonna de stopper l'avance blindée, une décision connue sous le nom d'ordre d'arrêt de Dunkerque, laissant la Luftwaffe de Göring se charger du travail final. Les motifs de cet ordre restent débattus par les historiens. Certains pointent la préoccupation de Rundstedt concernant l'usure de ses unités cuirassées, qu'il transmit lui-même à Hitler après des semaines d'avance continue qui avaient réduit de façon considérable la disponibilité opérationnelle des chars et des véhicules blindés, beaucoup d'entre eux étant en attente de réparation que le rythme de l'offensive n'avait pas permis d'achever. D'autres signalent l'ambition personnelle de Göring, qui voulait que son arme s'attribuât le mérite de la victoire finale, présentant devant Hitler un argument selon lequel la Luftwaffe pouvait mener à bien à elle seule la destruction des forces piégées, sans qu'il fût nécessaire de risquer davantage de blindés terrestres sur un terrain marécageux peu propice aux opérations cuirassées. Le fait est que la pause permit à près de 340 000 soldats alliés, pour la plupart britanniques, d'être évacués par mer vers l'Angleterre entre le 26 mai et le 4 juin dans l'opération connue sous le nom de Dynamo, employant une flotte improvisée de plus de 800 embarcations qui comprenaient aussi bien des contre-torpilleurs de la Royal Navy que de petits bateaux de pêche et de plaisance recrutés d'urgence dans les ports du sud de l'Angleterre.
Guderian et d'autres officiers des troupes blindées considérèrent après coup que ce retard leur avait arraché l'opportunité de détruire le noyau de l'armée britannique alors qu'il se trouvait encore sur le continent. Si le contrôle réel de la guerre était passé aux mains de l'état-major avant ce moment, il est raisonnable de penser que l'ordre d'arrêt n'eût jamais été émis et que la force expéditionnaire britannique eût été détruite ou capturée sur les plages françaises. Les conséquences de ce seul changement suffiraient déjà à altérer profondément le cours des événements ultérieurs, privant la Grande-Bretagne du noyau d'officiers et de soldats vétérans qui forma la base de son armée durant les années suivantes. Après la signature de l'armistice, l'Allemagne se trouva dans une position qu'aucun planificateur militaire n'avait anticipée avec autant d'avance ni autant d'ampleur. En l'espace de quelques semaines, elle contrôlait la côte atlantique française depuis la frontière espagnole jusqu'à la Manche, ce qui donnait un accès direct à l'océan Atlantique pour ses sous-marins, un avantage géographique décisif qui n'existait pas avant la campagne. L'Italie, bien qu'elle fût entrée tardivement dans la guerre et avec un succès militaire propre des plus maigres, déclarant les hostilités à peine quelques jours avant la capitulation française, dans l'espoir d'obtenir des gains territoriaux rapides qui en pratique ne se matérialisèrent pas, apportait un front supplémentaire en Méditerranée. L'Union soviétique restait liée par le pacte de non-agression signé en août 1939, qui comprenait en outre des protocoles secrets de partage d'influence en Europe de l'Est que les deux puissances respectaient de manière prudente, et les États-Unis demeuraient formellement neutres, bien qu'ils fournissent déjà un soutien matériel à la Grande-Bretagne à travers des mécanismes légaux qui contournaient avec une flexibilité croissante l'âce loi de neutralité approuvée par le Congrès américain lui-même au cours des années précédentes. Dans ce contexte, l'état-major allemand identifia, en juillet 1940, 4 lignes stratégiques possibles, toutes discutées dans des documents internes qui sont conservés dans les archives militaires. La première était une invasion directe des îles britanniques, l'option qui finirait par être connue sous le nom d'opération Seelöwe. La deuxième était une campagne indirecte centrée sur la Méditerranée, destinée à couper les communications de l'Empire britannique avec ses colonies et dominions à travers le canal de Suez. La troisième était une guerre d'usure basée sur le blocus sous-marin et aérien des îles britanniques, sans nécessité d'invasion terrestre. La quatrième, défendue par une minorité au sein même du gouvernement, consistait à rechercher une paix négociée avec Londres qui reconnaîtrait les conquêtes allemandes sur le continent en échange de garanties sur l'Empire britannique. Hitler, dans la réalité historique, ne choisit de façon résolue aucune de ces options durant l'été 1940. Il ordonna des préparatifs pour l'invasion, fixa et reporta plusieurs fois la date de Seelöwe, autorisa de manière tiède quelques pas vers la stratégie méditerranéenne sans engager de ressources suffisantes et maintint ouverte de manière informelle la possibilité d'une paix négociée, convaincu que Churchill finirait par céder ou serait renversé par une faction plus favorable à un accord. Cette indécision, qui se prolongera durant des mois, fut précisément ce qui permit à l'état-major de développer des plans alternatifs de manière assez détaillée, même si aucun n'en vint à être exécuté avec la priorité que ses auteurs considérèrent comme nécessaire. L'armistice de juin 1940 laissa la France divisée en une zone occupée au nord et à l'ouest et une zone nominalement indépendante au sud, gouvernée depuis la ville thermale de Vichy par le maréchal Philippe Pétain. Ce gouvernement conservait, au moins sur le papier, le contrôle d'un empire colonial qui comprenait l'Algérie, la Tunisie et le Maroc en Afrique du Nord, en plus de possessions en Afrique occidentale, en Indochine et dans plusieurs îles des Caraïbes, ainsi qu'une flotte de guerre qui avait évité de tomber intacte aux mains des Allemands grâce à une clause de l'armistice qui laissait les navires sous contrôle français dans les ports de la Méditerranée et de l'Afrique occidentale. Cette flotte devint immédiatement une obsession britannique. Le 3 juillet 1940, à peine 11 jours après l'armistice, la Royal Navy attaqua la principale escadre française ancrée à Mers el-Kébir, sur la côte algérienne, coulant ou mettant hors de combat plusieurs cuirassés et causant la mort de près de 1300 marins français, dans une opération conçue pour empêcher que ces navires ne tombassent éventuellement sous contrôle allemand ou italien. L'attaque, loin de favoriser les Alliés en termes politiques, généra un ressentiment profond au sein de la marine française envers son ancien partenaire. Un ressentiment que le régime de Vichy exploita pour justifier une posture de plus grande distance,
bien que non d'alliance ouverte à l'égard de Londres. Un état-major allemand centré sur la priorité méditerranéenne aurait eu de puissantes incitations à exploiter diplomatiquement ce ressentiment, en recherchant une collaboration plus étroite avec Vichy qui dépassa les termes minimaux de l'armistice, en particulier l'accès aux bases navales et aériennes de Tunisie et d'Algérie, beaucoup plus proches de Malte et de la route vers la Libye que n'importe quelle base disponible en territoire espagnol. Cette voie de collaboration fut, de fait, réellement explorée lors d'une rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire, le 24 octobre 1940, à peine un jour après l'échec d'Hendaye avec Franco, sans qu'elle aboutît à des engagements fermes, car Pétain craignait les représailles coloniales britanniques et les ambitions territoriales italiennes sur la Tunisie, une région que Rome revendiquait comme sienne depuis l'avant-guerre. Une diplomatie militaire plus systématique qui offrirait des garanties concrètes sur l'intégrité de l'empire colonial français face aux prétentions italiennes, en échange de bases aériennes et navales en Afrique du Nord, aurait eu plus de chances de succès que l'approche dispersée et contradictoire qui caractérisa la politique étrangère allemande réelle envers Vichy durant 1940, divisée entre les exigences de l'Italie, les réticences de Pétain lui-même et l'absence d'une ligne cohérente depuis Berlin. Il convient de signaler que cette voie de collaboration avec Vichy n'était pas exempte de limites propres. Le gouvernement français, bien que toujours plein de ressentiment envers Londres à cause de Mers el-Kébir, continuait de considérer comme humiliantes les conditions de l'armistice et se méfiait profondément des intentions allemandes à long terme concernant le reste de son territoire métropolitain, ce qui imposait un plafond réaliste à tout degré de coopération que Vichy eût été disposé à offrir sans garanties politiques explicites sur la souveraineté française future, des garanties que le régime nazi lui-même, par sa nature idéologique, ne fut jamais disposé à concéder de manière contraignante. La voie méditerranéenne. Pour que cette marge d'autonomie se consolidât, il eût fallu une combinaison de facteurs qui, bien qu'ils ne se produisissent point dans la réalité, ne s'avèrent pas tout à fait invraisemblables selon la logique du système lui-même. Le premier serait un Hitler encore plus absorbé par la dimension politique et diplomatique de la victoire, occupé à négocier le nouvel ordre européen, à recevoir des hommages et à préparer des discours, tandis qu'il déléguerait de manière plus vaste et prolongée la planification opérationnelle concrète au binôme Brauchitsch et Halder, soutenu par Rundstedt en tant que voix principale des commandants sur le terrain. Le second facteur serait une plus grande cohésion entre les différentes branches des forces armées. Dans la réalité, l'armée de terre, la marine et l'aviation rivalisèrent pour les ressources et le premier rôle durant tout l'été 1940, ce qui permit à Hitler d'agir comme arbitre final entre des positions divergentes. Raeder, représentant la marine, et Brauchitsch aux côtés de Halder, représentant l'armée de terre, étaient parvenus à un accord précoce sur la priorité méditerranéenne face à l'invasion directe. Ils auraient présenté à Hitler une recommandation conjointe beaucoup plus difficile à écarter que les propositions divisées et parfois contradictoires qui lui parvinrent effectivement. Le troisième facteur, plus subtil, a trait à la psychologie d'Hitler lui-même à ce moment précis. Les témoignages de ceux qui l'entouraient en juillet 1940 décrivent un homme véritablement surpris par l'ampleur de son propre succès, pas encore installé dans la conviction d'infaillibilité qu'il développerait après les premières victoires sur le front de l'Est. Cet Hitler de 1940 écoutait davantage, doutait davantage et déléguait davantage que celui de 1941 ou 1942, en partie parce que la campagne de France elle-même avait été planifiée dans sa majeure partie par l'état-major et exécutée par des commandants sur le terrain, avec une faible intervention directe de sa part dans les détails opérationnels quotidiens, une distance qui lui permettait de s'attribuer le mérite politique du résultat sans avoir été aussi impliqué dans le processus qu'il en viendrait à l'être lors des campagnes ultérieures. Il suffirait que cet état d'esprit se prolongeât quelques mois de plus, renforcé par une recommandation militaire unifiée et cohérente, pour que le centre de gravité des décisions stratégiques se déplaçât de façon durable vers l'état-major, sans nécessiter d'aucun acte de rébellion explicite ni d'aucun changement formel dans l'organigramme du pouvoir. Le premier effet d'un état-major doté d'une plus grande autonomie aurait été un examen beaucoup plus rigoureux de la viabilité de l'opération Seleuv. Les documents préparatoires réels de cette opération révèlent des problèmes que les généraux de l'armée de terre eux-mêmes
sans besoin d'aucune information supplémentaire, connaissait déjà en juillet 1940. La Kriegsmarine manquait de navires de débarquement spécialisés et dut improviser une flotte de près de 2000 péniches fluviales et remorqueurs reconvertis rassemblés le long des ports de la Manche lors d'une opération logistique visible que les services de renseignement britanniques détectèrent et bombardèrent de façon systématique durant l'été 1940, une solution que Raeder lui-même considérait comme inadéquate pour traverser un canal avec des courants et des conditions maritimes aussi exigeantes que celles de la Manche. La Royal Navy, malgré les pertes subies, demeurait très supérieure en nombre de navires de combat, avec plusieurs dizaines de destroyers disponibles pour la seule défense de la Manche elle-même. Et la condition préalable qu'Hitler lui-même avait fixée pour autoriser l'invasion, atteindre la supériorité aérienne sur le sud de l'Angleterre, dépendait d'un résultat que la Luftwaffe ne pouvait garantir d'avance, comme le démontrerait la bataille d'Angleterre elle-même, au cours de laquelle l'aviation allemande perdit plus de 1700 appareils entre juillet et octobre 1940, sans atteindre cet objectif. Halder, dans ses véritables journaux intimes, exprima de profonds doutes sur l'opération, allant jusqu'à la décrire en privé comme une entreprise que l'armée de terre devait aborder avec scepticisme, étant donné qu'elle dépendait entièrement de facteurs échappant à son contrôle, principalement les performances de l'aviation et de la marine. Brauchitsch partageait cette méfiance, bien qu'avec moins de fermeté dans ses expressions, se limitant lors des réunions formelles avec Hitler à soulever des objections techniques ponctuelles sur le calendrier et la disponibilité des moyens de débarquement, sans jamais en venir à s'opposer de manière frontale à la viabilité générale du projet, une attitude qui reflétait avec une assez grande fidélité le modèle de conduite qu'il maintiendrait durant le reste de sa carrière à la tête de l'armée de terre. L'obstacle principal n'était pas militaire mais diplomatique. L'Espagne, gouvernée par Francisco Franco, se maintenait formellement neutre, et bien que Franco eût montré une certaine sympathie idéologique envers l'Axe, il conditionnait toute participation à une liste d'exigences qui incluait des territoires en Afrique du Nord, de grandes quantités de blé et de carburant que l'Allemagne n'était pas en mesure de garantir à ce moment-là, et des compensations qui reflétaient sa crainte d'une guerre prolongée pour un pays encore épuisé par sa propre guerre civile récente. Dans la réalité historique, Hitler rencontra personnellement Franco à Hendaye le 23 octobre 1940, et la négociation se solda par un échec presque total, Franco éludant tout engagement concret au cours d'une entrevue qui se prolongea durant des heures sans résultat pratique. Hitler, frustré, en vint à commenter à ses proches qu'il préférerait qu'on lui arrachât plusieurs dents plutôt que de négocier à nouveau avec le dictateur espagnol. Au sein même du régime espagnol existaient, en outre, des positions opposées qu'une diplomatie militaire plus attentive aurait pu exploiter. Ramón Serrano Suñer, ministre des Affaires étrangères et beau-frère de Franco, montrait une inclination beaucoup plus résolue envers l'entrée en guerre aux côtés de l'Axe que Franco lui-même, tandis que le haut commandement militaire espagnol, encore épuisé après une guerre civile qui avait coûté des centaines de milliers de vies et laissé le pays dans une situation économique précaire, se montrait considérablement plus réticent. Une stratégie allemande qui dialoguerait de façon simultanée avec les deux secteurs, en offrant des garanties économiques concrètes qui renforceraient la position des secteurs favorables à Serrano Suñer au sein même du gouvernement espagnol, aurait eu plus de chances de faire pencher la balance que le pari exclusif d'un sommet personnel entre Hitler et Franco, qui laissait toute la négociation concentrée sur la volonté d'un seul homme connu pour sa prudence et sa méfiance envers les engagements à long terme. Un état-major doté d'un poids plus important dans la formulation de la stratégie aurait abordé cette négociation de manière différente. Au lieu de dépendre d'une unique entrevue au sommet chargée de symbolisme personnel entre deux chefs d'État, les militaires allemands auraient pu construire, durant l'été 1940, une offre échelonnée et plus concrète envers Madrid, avec des livraisons immédiates et vérifiables de blé et de carburant avant d'exiger la participation espagnole, une pratique habituelle dans la diplomatie militaire mais étrangère au style personnaliste d'Hitler. Les archives militaires allemandes montrent que l'état-major de l'armée de terre lui-même avait calculé en détail les exigences logistiques de l'opération Félix, incluant le nombre de divisions nécessaires et le temps estimé pour l'assaut, une fois résolu le problème politique du passage par le territoire espagnol.
Même si Franco maintenait son refus formel de se joindre à la guerre, une alternative réelle et discutée dans les cercles militaires allemands était de forcer le passage à travers l'Espagne de manière unilatérale. Une option qu'Hitler écarta pour des raisons politiques, mais que des généraux plus concentrés sur le calcul militaire pur auraient pu considérer comme viable, étant donné la taille réduite et la faiblesse matérielle de l'armée espagnole de l'après-guerre civile. La prise de Gibraltar vers la fin de 1940 ou le début de 1941, par l'une ou l'autre de ces deux voies, aurait fermé le détroit à la navigation britannique et obligé la Royal Navy à dévier des navires depuis d'autres théâtres d'opération pour protéger les routes alternatives contournant l'Afrique. Toute avancée allemande sur Gibraltar, réelle ou unilatérale, avait une contrepartie que l'amirauté britannique avait anticipée avec force détail. Des documents réels de l'été 1940 montrent que le gouvernement britannique développa des plans d'urgence, connus sous le nom d'opération Pilgrim et Tracer, pour occuper de manière préventive les îles des Açores, les Canaries et le Cap-Vert, toutes des possessions portugaises ou espagnoles, au cas où l'Espagne entrerait en guerre aux côtés de l'Axe ou que Gibraltar viendrait à tomber. L'objectif était de conserver une base navale et aérienne intermédiaire dans l'Atlantique qui permit de maintenir ouvertes les routes des convois vers l'Amérique, même sans le rocher. Cela signifie que la perte de Gibraltar, loin de représenter un effondrement total et immédiat de la position navale britannique dans l'Atlantique oriental, aurait provoqué selon toute probabilité une réponse compensatoire presque immédiate, déplaçant le point de friction géographique plus au sud et à l'ouest, vers un archipel portugais que Lisbonne, gouvernée par un régime neutre sous Antonio de Oliveira Salazar, n'était pas en mesure de défendre par elle-même face à aucune des deux puissances. Un état-major allemand attentif à cette possibilité aurait dû envisager dans le cadre de la même opération qui assurerait la prise de Gibraltar, une certaine forme de garantie ou de pression diplomatique sur Lisbonne pour éviter que ces îles atlantiques ne se transformassent dans la prochaine base d'opération britannique, un front supplémentaire que la planification réelle allemande de 1940 parvint à peine à esquisser de manière préliminaire. Une collaboration plus étroite avec Vichy comportait cependant un front de friction supplémentaire, représenté par le mouvement de la France libre, dirigé par Charles de Gaulle depuis Londres. En septembre 1940, des forces britanniques et françaises libres tentèrent de prendre le port de Dakar, en Afrique occidentale française, lors de l'opération connue sous le nom de Menace, cherchant à gagner pour la cause alliée une base navale stratégique sur l'Atlantique Sud et à affaiblir l'autorité de Vichy sur ses colonies africaines. L'opération se solda par un échec humiliant pour les Alliés, repoussés par les forces loyales à Pétain avec l'appui de l'artillerie côtière et de navires de guerre français. Un épisode qui, dans la réalité, renforça, du moins temporairement, la détermination de l'administration coloniale de Vichy à se maintenir fidèle au gouvernement de Pétain plutôt que de se rallier à De Gaulle. Cet échec allié à Dakar s'avérait paradoxalement favorable à toute stratégie allemande orientée vers le resserrement des liens avec Vichy, puisqu'il démontrait à l'administration coloniale française elle-même que Londres n'était pas en mesure de garantir la sécurité de ses possessions africaines face à une attaque directe, renforçant l'argument de ceux qui, au sein de l'appareil colonial français, préféraient une neutralité armée sous la tutelle de Vichy, plutôt qu'une alliance ouverte avec les Britanniques et les Français libres. Un état-major allemand qui eût su capitaliser sur ce moment précis en offrant à Vichy des garanties de protection navale et aérienne sur ses colonies africaines en échange de bases opérationnelles en Méditerranée, aurait trouvé à l'automne 1940 une fenêtre d'opportunité diplomatique que la dispersion réelle de la politique étrangère allemande envers la France laissa pratiquement inexploitée. Malta, le nord de l'Afrique et la route de Suez. Le second point critique de la stratégie méditerranéenne était l'île de Malte, située entre la Sicile et la côte nord-africaine, qui fonctionnait comme une base avancée britannique pour harceler les convois de ravitaillement entre l'Italie et ses troupes en Libye. La garnison britannique sur l'île, renforcée de façon progressive tout au long de 1940 et 1941, comptait sur des escadrons de chasseurs, des batteries antiaériennes et ses propres sous-marins qui coulèrent une proportion considérable des navires de transport italiens destinés à approvisionner l'armée en Libye, transformant l'île en un obstacle disproportionnellement coûteux pour sa taille réelle, d'à peine quelques kilomètres d'extension.
Les archives militaires allemandes et italiennes contiennent un plan réel, connu sous le nom d'Opération Hercules, pour une invasion aéroportée et amphibie de l'île qui en vint à être discutée avec sérieux en 1942, mais qui fut finalement écartée par manque de ressources et par la priorité que possédait déjà, à ce moment-là, le front de l'Est. Sans la saignée de ressources que représenta la campagne soviétique, Hercules aurait pu être exécuté bien plus tôt, possiblement au début de 1941, avec le soutien des unités aéroportées allemandes qui, dans la réalité, furent employées pour l'invasion de la Crète en mai de cette année-là, une opération qui démontra tant le potentiel que le coût élevé en perte des assauts parachutistes à grande échelle, avec près de 4000 morts et blessés parmi les troupes aéroportées allemandes en à peine 10 jours de combat, un chiffre qui conduisit Hitler lui-même à se méfier par la suite de l'emploi à nouveau de parachutistes dans des opérations de grande envergure. Neutraliser Malte de façon précoce, avant que l'expérience de la Crète ne générât cette prudence, aurait assuré les lignes de ravitaillement italiennes vers la Libye, évitant l'usure que subit l'axe en Afrique du Nord durant 1941 et 1942 en raison de la perte systématique des convois. Le troisième composant était le renforcement précoce des forces italiennes en Afrique du Nord. Dans la réalité, l'Africa Corps, sous le commandement d'Erwin Rommel, arriva en Libye en février 1941, après que las forces italiennes eurent été défaites et repoussées vers l'ouest par une offensive britannique lancée depuis l'Égypte en décembre 1940. Cette intervention allemande survint, par conséquent, comme une réponse réactive à une crise déjà consommée, au lieu de s'inscrire dans le cadre d'une offensive planifiée à l'avance. Cette réaction tardive répondait en partie à la relation même entre Hitler et Benito Mussolini, marquée par un orgueil mutuel qui poussait le dirigeant italien à minimiser devant Berlin ses propres faiblesses militaires, jusqu'à ce que la défaite s'avéra déjà indéniable, une dynamique qu'un état-major allemand doté de canaux de communication militaire directs et permanents avec sa contrepartie italienne, au lieu de dépendre presque exclusivement du lien personnel entre les deux chefs d'État, aurait pu détecter et corriger bien plus tôt. Un état-major qui aurait défini la Méditerranée comme priorité dès juillet 1940 aurait pu envoyer des renforts allemands en Libye plusieurs mois avant que ne se produisît l'effondrement italien, évitant cette défaite initiale et permettant une offensive combinée vers l'Égypte dès le printemps 1941, au lieu de devoir reconquérir d'abord le terrain perdu. L'Égypte, sous contrôle britannique de facto en dépit de son indépendance formelle, abritait la base navale d'Alexandrie et contrôlait l'accès au canal de Suez, l'artère qui connectait le Royaume-Uni à l'Inde, à l'Australie et à ses possessions au Moyen-Orient sans nécessité de circumnaviguer le continent africain, une route qui en 1940 transportait une proportion très significative du trafic commercial et militaire entre la métropole britannique et ses dominions asiatiques et océaniens, en plus de servir de voie principale de transit pour les troupes indiennes et australiennes mobilisées vers les différents fronts du conflit. La perte de Suez n'aurait pas signifié la fin de la capacité britannique à combattre, mais elle aurait représenté un coût logistique d'une immense magnitude, forçant à rediriger tout le trafic maritime vers les colonies asiatiques à travers la route du Cap de Bonne-Espérance, une traversée beaucoup plus longue et exposée. Combinée à la perte de Gibraltar et à la neutralisation de Malte, cette séquence aurait laissé la Méditerranée pratiquement fermée à la navigation alliée vers 1941, une situation qui, dans la réalité, ne fut approchée que partiellement durant les moments de plus grande avance de l'Axe en 1942 et qui ne parvint jamais à se consolider de forme complète. Derrière toute cette planification résidait une variable que les généraux allemands comprenaient mieux qu'Hitler lui-même en termes pratiques: le carburant. La machine militaire allemande, fortement mécanisée, dépendait presque entièrement des champs pétrolifères roumains de Ploiesti, une source vulnérable à toute attaque aérienne et géographiquement éloignée du front occidental, une vulnérabilité que les planificateurs alliés eux-mêmes identifièrent avec clarté et qui finirait par se matérialiser des années plus tard. En août 1943, lorsque des bombardiers américains attaquèrent directement ces raffineries lors d'une opération de longue portée qui, bien que coûteuse en avions abattus, démontra la fragilité structurelle de la principale source de carburant du Reich. Une campagne méditerranéenne victorieuse ouvrait, du moins en théorie, une voie d'accès vers les gisements d'Irak et d'Iran, alors sous influence britannique,
qui aurait pu devenir un objectif stratégique secondaire après la prise de Suez, réduisant la dépendance exclusive à l'égard du pétrole roumain. Les planificateurs économiques de l'armée allemande, organisés au sein d'un bureau spécifique de l'état-major dédié à l'économie de guerre, avaient signalé dès 1940 la fragilité de la position énergétique du Reich face à une guerre prolongée. Le général Georg Thoma lui-même, responsable de ce bureau, émit en 1941 un rapport réel avertissant qu'une campagne contre l'Union soviétique, loin de résoudre le problème énergétique allemand à court terme, pourrait l'aggraver, puisque le temps nécessaire pour mettre en production les champs pétrolifères du Caucase dépasserait largement toute fenêtre de victoire rapide que la Wehrmacht elle-même considérait comme viable. Ce rapport ne parvint pas à conditionner de façon décisive la planification d'Hitler pour la campagne, une campagne qui, paradoxalement, cherchait à assurer le pétrole du Caucase, mais qui exigeait un effort logistique consommant bien plus de carburant que ce que ces gisements auraient pu compenser à court terme. Un état-major guidé par la même logique économique que celle que ses propres départements de planification produisaient, aurait donné la priorité à la consolidation de sources de carburant accessibles et de moindres risques militaires immédiats, comme celle de la Méditerranée orientale, avant de s'embarquer dans une campagne terrestre de l'échelle que représentait l'Union soviétique. La bataille de l'Atlantique et le dilemme soviétique. Tandis que se développait la pression sur la Méditerranée, il existait une autre voie d'étranglement économique de la Grande-Bretagne qui ne dépendait ni de Gibraltar ni de Suez, la guerre sous-marine. La chute de la France remit à la Kriegsmarine ce dont elle manquait totalement avant juin 1940, des bases opérationnelles directes sur l'océan Atlantique, dans des ports comme Brest, Lorient et Saint-Nazaire, situés plusieurs centaines de kilomètres plus près des routes des convois que n'importe quel port allemand de la mer du Nord ou de la Baltique. L'amiral Karl Dönitz, à la tête de la flotte de sous-marins, exploita cet avantage géographique durant la seconde moitié de 1940 et une bonne partie de 1941 dans ce que les équipages des sous-marins eux-mêmes en vinrent à appeler la période heureuse, une phase de naufrage massif de navires marchands alliés avec des pertes relativement faibles pour la flotte sous-marine allemande. L'absence d'une saignée de ressources vers l'opération Seleuv durant l'été 1940 et l'ajournement ou la reformulation de la campagne soviétique aurait libéré de la capacité industrielle pour accélérer le programme de construction de sous-marins que Dönitz réclamait de façon insistante et qui, dans la réalité historique, avança à un rythme très inférieur à celui qu'il considérait lui-même comme nécessaire pour forcer une crise d'approvisionnement en Grande-Bretagne. Une flotte sous-marine plus nombreuse, opérant depuis les bases atlantiques françaises en coordination avec la pression navale en Méditerranée, aurait intensifié de façon significative la pression économique sur les lignes de ravitaillement britanniques, à un moment où la couverture aérienne alliée sur le milieu de l'Atlantique présentait encore un vide que les sous-marins exploitaient systématiquement, et avant que l'introduction du radar centimétrique et l'extension de la portée des avions de patrouille n'équilibrassent la balance en faveur des convois alliés à partir de 1943. Il existe cependant un facteur qui limiterait la portée de cet avantage sous-marin accru et qu'aucun changement dans l'affectation des ressources allemandes ne pouvait neutraliser complètement. Les crypto-analystes britanniques réunis à Bletchley Park avaient réussi dès 1940 et avec une plus grande régularité à partir de 1941 à décrypter de façon intermittente les communications chiffrées de la machine Enigma employée par la Kriegsmarine, ce qui permettait à l'intelligence navale britannique de dévier les convois à l'avance pour éviter les positions connues des meutes de loups allemandes. Ce décalage d'informations, documenté de façon exhaustive dans les archives déclassifiées du renseignement britannique, signifiait que la croissance purement numérique de la flotte sous-marine allemande, bien qu'elle eût intensifié la pression économique sur la Grande-Bretagne, ne se serait pas traduite de façon proportionnelle en naufrage, puisqu'une bonne partie de cet avantage matériel eût été compensée par la capacité britannique à anticiper et à esquiver les zones de plus grande concentration sous-marine. Une variable invisible pour l'état-major allemand lui-même à l'époque, qui ne soupçonna jamais l'ampleur réelle du succès cryptographique allié. La décision la plus transcendante à laquelle ferait face un état-major doté d'une autonomie stratégique prolongée serait, sans doute, de savoir que faire à l'égard de l'Union soviétique. Dans la réalité historique, Hitler communiqua à ses généraux son intention d'attaquer l'Union soviétique dès juillet 1940, à peine quelques semaines après la chute de la France, avant même que ne se décidât le sort final de la campagne contre la Grande-Bretagne. Cette décision répondait à une combinaison de calculs stratégiques.
la croyance que défaire l'Union soviétique éliminerait le dernier espoir continental de la Grande-Bretagne, et une conviction idéologique profondément enracinée concernant la nécessité de conquérir du territoire à l'Est pour le prétendu espace vital allemand, une motivation qui transcendait tout calcul purement militaire. Les généraux eux-mêmes, pourtant, montrèrent des réserves significatives quant à la viabilité pratique de cette campagne. Halder, dans ses journaux intimes, enregistra des estimations sur la taille de l'armée soviétique qui s'avérèrent gravement erronées, sous-estimant tant le nombre de divisions disponibles que la capacité de mobilisation industrielle soviétique dans les Urals. Des erreurs qui contribuèrent de façon décisive à l'échec ultérieur de la campagne. Mais au-delà de ces erreurs de calcul, plusieurs officiers d'état-major exprimèrent en privé leur inquiétude à l'idée d'ouvrir un second front terrestre d'une telle envergure sans avoir résolu au préalable la guerre avec la Grande-Bretagne, une préoccupation classique des manuels militaires sur le risque de combattre simultanément sur deux fronts, une leçon que l'histoire militaire allemande de la Première Guerre mondiale elle-même aurait dû laisser graver dans la doctrine du corps des officiers. Il convient en outre de rappeler que, du côté soviétique, les purges militaires ordonnées par Staline entre 1937 et 1938 avaient éliminé ou dégradé une proportion énorme du corps des officiers supérieurs de l'armée rouge, une circonstance qui pesait encore en 1940 sur sa capacité de commandement, mais qui se corrigeait rapidement au fil des mois à mesure que l'on promouvait une nouvelle génération de commandants, parmi lesquels Georgi Zhukov, qui acquérait un rôle décisif dans la défense de Moscou à la fin de 1941. Chaque mois d'ajournement jouait, en ce sens, contre tout avantage que l'Allemagne put exploiter en attaquant de façon précoce, un calcul que Halder lui-même reconnaissait dans ses véritables annotations, bien qu'il n'en vînt pas à le traduire en une recommandation explicite d'agir avant d'être pleinement préparé. Avec la Méditerranée comme priorité effective et la Grande-Bretagne isolée de ses routes impériales, mais non totalement défaite, l'état-major eut fait face à une décision authentique sur le moment et l'opportunité d'attaquer l'Union soviétique. Il existe au moins 3 variantes plausibles au sein de cette décision. La première est un ajournement limité, maintenant l'objectif d'attaquer l'Union soviétique, mais retardant la date de début jusqu'à la consolidation pleine de la position méditerranéenne et la reconstitution des réserves de carburant et de matériel dépensés dans cette campagne, situant possiblement le début des opérations vers 1942 au lieu de juin 1941. Ce retard eût donné à l'Union soviétique une année supplémentaire pour achever la réorganisation de son armée après les purges d'officiers de la fin des années 30 et pour accélérer le transfert de son industrie lourde vers l'est des Urals, un processus qui, dans la réalité, s'accéléra de façon improvisée et chaotique après le début de l'invasion allemande, mais qui, avec plus de temps de préparation préalable, eût été considérablement plus efficient. En échange, un état-major qui eût employé cette année supplémentaire pour réorganiser sa propre logistique, remplaçant une partie du transport hippomobile par des camions de plus grande capacité et accumulant des réserves de carburant plus solides que celles qui existaient réellement en juin 1941, eût réduit certains des problèmes qui, en pratique, freinèrent l'avance allemande dès les premières semaines de la campagne réelle. La deuxième variante est un ajournement indéfini, maintenant le pacte de non-agression comme un arrangement fonctionnel tandis que l'Allemagne consoliderait sa domination sur l'Europe occidentale et la Méditerranée. Une posture que certains membres du corps diplomatique allemand, en particulier le ministre des Affaires étrangères lui-même à certains moments, en vinrent à considérer comme viable en termes purement pratiques, bien qu'elle se heurtât de front à la vision idéologique d'Hitler sur l'incompatibilité ultime entre le national-socialisme et le communisme soviétique. Sous cette variante, le commerce bilatéral établi par le pacte lui-même, qui incluait l'envoi régulier de grains, de pétrole et de matières premières soviétiques en échange de machines industrielles allemandes, eût continué à fournir à l'Allemagne un supplément de ressources, loin d'être négligeable sans nécessité d'assumer le risque d'une campagne terrestre aux proportions continentales, repoussant indéfiniment l'affrontement idéologique qu'Hitler considérait comme inévitable. La troisième variante, la moins probable, mais non tout à fait excluable étant donné le caractère pragmatique de plusieurs généraux, est une attaque préventive limitée, orientée uniquement à assurer les champs pétrolifères du Caucase et à créer une zone tampon, sans poursuivre la conquête totale du territoire soviétique jusqu'aux Urals qui constituait l'objectif idéologique d'Hitler.
une version beaucoup plus circonscrite de la campagne réelle, semblable en esprit aux objectifs que défendaient effectivement certains officiers économiques de l'armée, concentrés sur les ressources plutôt que sur le territoire. Cette variante eût exigé de renoncer d'avance à toute tentative de prendre Moscou ou Leningrad, concentrant l'effort logistique sur un front méridional beaucoup plus étroit et maniable que le front de 1600 km que la Wehrmacht réelle tenta de soutenir entre la Baltique et la mer Noire, réduisant de façon substantielle l'exposition à la sorte de surextension logistique qui finit par asphyxier les divisions allemandes devant Moscou à l'hiver 1941. Chacune de ces traits variantes eût représenté une altération profonde par rapport au cours réel des événements, dans lesquels l'opération Barbarossa fut lancée le 22 juin 1941 avec l'objectif déclaré de détruire l'État soviétique en une blitzkrieg de quelques mois, un objectif que l'expérience ultérieure elle-même démontrerait complètement hors de portée, étant donné les dimensions du territoire et la capacité de résistance soviétique, mise en évidence lors de la bataille de Moscou de décembre 1941, lorsque l'avance allemande se détendit définitivement aux portes de la capitale soviétique après avoir épuisé ses réserves logistiques et affronté la première grande contre-offensive de l'armée rouge. Le pétrole du Moyen-Orient et la diplomatie avec Londres. Une fois assuré le contrôle sur Suez, la pièce logique suivante sur l'échiquier méditerranéen était l'Irak, formellement indépendant mais sous une forte influence britannique, et doté de gisements pétrolifères qui représentaient une alternative de grande valeur face à la dépendance exclusive à l'égard de la Roumanie. En avril 1941, dans la réalité historique, un coup d'État militaire mené par l'officier Rachid Ali al-Gilani renversa le gouvernement irakien favorable aux Britanniques et instaura un régime aux sympathies déclarées envers l'Axe, cherchant le soutien allemand pour résister à la prévisible réaction militaire britannique. L'Allemagne, avec des ressources déjà engagées dans les préparatifs de l'opération Barbarossa et dans la campagne des Balkans, ne put offrir qu'un soutien symbolique, canalisé à travers des aérodromes dans la Syrie contrôlée par Vichy, avant que les forces britanniques, dans l'opération connue sous le nom d'Exporteur, ne renversassent Rachid Ali en mai de cette même année et n'occupassent la Syrie elle-même pour éviter que la situation ne se répétât. Le propre état-major allemand avait élaboré de fait un plan dénommé Sonderstab F sous le commandement du général Helmut Felmy, conçu spécifiquement pour coordonner le soutien militaire aux mouvements favorables à l'Axe en Irak et dans le monde arabe. Mais cet organisme manqua dans la réalité des moyens de transport aérien et des bases intermédiaires nécessaires pour projeter la force de manière efficace si loin des lignes allemandes, dépendant entièrement du bon vouloir de Vichy pour céder l'usage d'aérodromes syriens, une disposition que le gouvernement de Pétain lui-même n'accorda que de forme partielle et tardive, par crainte d'une représaille britannique directe contre le reste de son empire colonial. Avec l'offensive sur l'Égypte déjà consolidée des mois auparavant et sans la pression simultanée d'une imminente campagne soviétique qui absorba l'attention du haut commandement, le soulèvement de Rachid Ali aurait pu recevoir un soutien militaire allemand beaucoup plus substantiel, incluant des unités aériennes et de terre déplacées directement depuis la Libye ou la Crète, dans l'objectif d'assurer les gisements de Kirkouk et de Mossoul avant que Londres ne pût réagir avec la même célérité qu'elle montra dans la réalité. Un Irak sous influence de l'Axe, s'ajoutant au contrôle de Suez, aurait complété une bande continue de pression sur les possessions britanniques au Moyen-Orient, compliquant sérieusement la position britannique dans une région qui, outre le pétrole, garantissait l'accès terrestre vers l'Inde à travers la Perse. Tandis que se développait la pression méditerranéenne, persistait la question de savoir si la Grande-Bretagne pourrait être forcée à une paix négociée sans nécessité d'invasion directe. Dans la réalité historique, au sein même du cabinet de guerre britannique se produisit en mai 1940, avant même la chute de la France, un débat documenté entre Winston Churchill et le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, sur l'opportunité d'explorer une médiation à travers l'Italie qui put conduire à des négociations de paix avec l'Allemagne. Cette discussion se déroula durant plusieurs sessions du cabinet, tenues entre le 26 et le 28 mai, à un moment où la situation de l'armée britannique en France semblait catastrophique et avant que ne fût connu le succès relatif de l'évacuation de Dunkerque, ce qui ajoutait une pression supplémentaire sur l'os ministres réunis. Churchill s'y opposa avec fermeté et la proposition fut finalement écartée.
consolidant la ligne de résistance totale qui définirait la position britannique durant le reste de la guerre. Cette discussion, cependant, révèle que la détermination britannique à continuer la guerre n'était pas unanime ni complètement assurée à l'été 1940, spécialement parmi certains secteurs de la classe politique et économique britannique qui voyaient avec préoccupation le coût humain et matériel d'une guerre prolongée contre un ennemi qui contrôlait déjà tout le continent européen. Une stratégie méditerranéenne victorieuse qui priva la Grande-Bretagne de l'accès facile à ses ressources coloniales et augmenta de façon soutenue la pression économique sur l'île sans l'épopée défensive associée à une bataille d'Angleterre qui finit par fortifier le moral britannique après la victoire aérienne de la Royal Air Force, aurait pu alimenter avec plus de force ces voies favorables à la négociation. Néanmoins, il convient de nuancer les attentes concernant cette voie. Churchill avait construit son leadership précisément sur le refus de négocier et comptait sur un soutien parlementaire solide après la crise de mai 1940. De plus, les États-Unis, bien que formellement neutres, fournissaient déjà un soutien matériel substantiel à travers des accords comme celui des destroyers contre base navale signé en septembre 1940 et avançaient vers un engagement de plus en plus grand qui culminerait dans la loi de pré-bail de mars 1941. Ce réseau de soutien externe réduisait la marge réelle pour qu'une pression exclusivement méditerranéenne, sans invasion directe des îles britanniques, forçât une capitulation politique complète. Il existe, avec tout, une nuance supplémentaire qui mérite attention. La résistance britannique de 1940 fut profondément liée à la narrative de la bataille d'Angleterre, la défense aérienne qui culmina avec la défaite de la Luftwaffe en septembre de cette année-là et qui consolida tant le moral interne que l'image internationale de la Grande-Bretagne comme puissance capable de résister seule. Si l'état-major avait donné la priorité à la Méditerranée dès le début, évitant de compromettre des ressources significatives dans une campagne aérienne sur le sud de l'Angleterre destinée en dernière analyse à soutenir une invasion qui de toute façon serait écartée, cette épopée défensive britannique eût été considérablement moins intense, privant le gouvernement de Churchill de l'un de ses principaux atouts de propagande interne. Une guerre perçue comme un lent étranglement colonial au lieu d'une héroïque défense du territoire même aurait pu alimenter avec plus de force les secteurs britanniques favorables à une négociation, sans que cela garantît en aucun cas un changement de gouvernement ou une capitulation formelle tant que les États-Unis continueraient d'élargir leur soutien matériel. Le plus plausible est un scénario de stagnation prolongée, avec une Grande-Bretagne affaiblie dans sa position impériale, mais sans s'effondrer politiquement. Maintenant la guerre grâce au soutien américain, tandis que l'Allemagne consoliderait ses gains méditerranéens sans pouvoir porter le coup final. Les questions internes et le commandement militaire altéré. Dans la réalité historique, dès la campagne de Pologne en 1939 se produisirent des tensions documentées entre les commandements de l'armée de terre et les unités spéciales du parti nazi chargées des opérations répressives à l'arrière-garde. Le général Johannes Blaskowitz, commandant militaire en Pologne, présenta plusieurs mémorandums formels à ses supérieurs pour dénoncer l'os méthodes employées par ces unités, les considérant comme contre-productives d'une perspective purement militaire d'ordre et de contrôle du territoire occupé, en plus d'être moralement condamnables selon son propre témoignage. Ces mémorandums n'eurent aucun effet pratique et Blaskowitz fut relégué de son poste peu après. Cet antécédent suggère que, dans un scénario où l'armée de terre eût maintenu une plus grande autonomie sur l'administration des territoires conquis en Europe occidentale, les frictions entre la logique militaire de stabilisation et d'exploitation économique des territoires occupés et la logique Xiang-Mu idéologique des structures parallèles du parti auraient pu s'intensifier sans que cela n'impliquât nécessairement un changement substantiel dans les politiques plus radicales qui s'appliquaient à l'Est sous le contrôle direct des structures de sécurité du régime, lesquelles opéraient avec une indépendance considérable du commandement militaire conventionnel, même dans la réalité historique. Il s'avère illustratif en ce sens de comparer l'administration réelle de la France avec celle de la Pologne. Sur le territoire français occupé, le gouvernement militaire resta sous l'autorité d'un commandant militaire en France qui dépendait directement de l'armée de terre, avec une présence beaucoup plus limitée des structures de sécurité du parti que celles qui existaient sur le territoire polonais annexé ou sous le prétendu gouvernement général.
Cette différence répondait en partie à des considérations purement pratiques, puisque la France, à la différence de la Pologne, ne faisait pas partie du projet idéologique d'expansion territoriale vers l'Est, et sa population n'était pas soumise aux mêmes politiques de réorganisation raciale que le régime appliquait sur le territoire polonais et plus tard soviétique. Cette même logique d'administration différenciée s'appliqua également, avec ses nuances propres, en Belgique et aux Pays-Bas, où l'armée de terre maintint durant les premières années de l'occupation un contrôle administratif plus direct que celui qu'elle aurait dans des territoires destinés dès le départ à une colonisation raciale planifiée par les structures mêmes du parti. Un état-major doté d'une plus grande autorité sur l'administration des territoires occidentaux aurait eu par conséquent plus de marge réelle pour imposer sa propre logique de gouvernement militaire en France, en Belgique et aux Pays-Bas, une situation qui ne se répliquerait pas automatiquement à l'Est, où le projet idéologique du régime maintenait une priorité qu'aucun général, malgré toute l'autonomie stratégique qu'il exercerait sur la planification militaire, n'était en mesure de renverser complètement. L'extension de toute modération pratique dérivée d'un plus grand poids militaire eût été, au mieux, partielle et inégale entre les différents territoires occupés, conditionnée par le type d'administration que chaque zone avait attribué et par le degré d'implication directe des structures du parti dans chaque cas particulier. Vers le début de 1941, avec Gibraltar sous contrôle allemand, Malte neutralisée et une offensive combinée germano-italienne avançant sur l'Égypte avec des renforts envoyés plusieurs mois plus tôt que dans la réalité, la Méditerranée occidentale et centrale se trouverait effectivement sous la domination de l'Axe, tandis que la Grande-Bretagne se verrait forcée de concentrer ses ressources navales pour protéger la route alternative contournant l'Afrique et de soutenir sa position au Moyen-Orient avec des renforts envoyés depuis l'Inde, rallongeant considérablement ses lignes de ravitaillement. L'entrée de l'Italie dans une position de plus grande force relative, grâce au renforcement allemand précoce, aurait pu éviter en outre les revers qu'elle subit réellement dans les Balkans face à la Grèce à la fin de 1940, une campagne qui, dans l'histoire réelle, obligea l'Allemagne à intervenir en avril 1941 pour secourir son allié, retardant de plusieurs semaines le début de l'opération Barbarossa et consumant des ressources qui autrement auraient été destinées au front de l'Est. Si la priorité stratégique allemande avait été centrée sur la Méditerranée dès le départ, il est plausible qu'un soutien logistique eût été fourni à l'Italie pour sa campagne grecque dès le début, évitant l'effondrement italien qui força l'intervention de secours. Quant au front soviétique, sous l'une quelconque des variantes d'ajournement décrites précédemment, la campagne contre l'Union soviétique, si elle était finalement lancée, le serait dans des conditions différentes des conditions réelles. Un début en 1942 au lieu de 1941 aurait coïncidé avec une Union soviétique mieux préparée militairement, mais aussi avec une Allemagne qui aurait déjà résolu en grande partie la question britannique en Méditerranée, libérant des réserves et réduisant le risque stratégique d'un conflit simultané sur deux fronts à grande échelle. Le résultat de cette campagne tardive demeure pourtant profondément incertain. Les problèmes structurels qui conduisirent à l'échec réel de Barbarossa, la sous-estimation chronique de la capacité de remplacement soviétique, les limitations logistiques de l'armée allemande qui dépendaient en grande partie d'animaux de trait et de chemins de fer d'un écartement différent de l'écartement soviétique pour ses lignes de ravitaillement et l'immensité géographique du territoire à conquérir ne seraient pas disparus simplement pour avoir disposé d'une année supplémentaire de préparation ou pour avoir assuré le flanc méditerranéen. Pendant ce temps, les États-Unis poursuivraient leur propre trajectoire vers la participation au conflit, marqué par la tension croissante avec le Japon dans le Pacifique, un processus pratiquement indépendant des décisions stratégiques allemandes en Europe. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor du 7 décembre 1941 se maintiendrait comme un point fixe dans cette chronologie alternative, puisqu'elle répondait à une logique géopolitique propre, centrée sur le contrôle des ressources en Asie du Sud-Est et sur la rivalité avec les États-Unis dans le Pacifique, sans relation directe avec le cours des événements européens. Il existe cependant une nuance qui mérite attention au sein de cette logique japonaise. Le gouvernement de Tokyo observait avec attention les performances européennes de son partenaire de l'Axe avant de décider du moment et de la direction exacte de sa propre expansion, car une Allemagne perçue comme clairement dominante sur l'empire colonial européen renforçait l'argument,
au sein même du cabinet japonais, selon lequel les possessions britanniques, françaises et hollandaises en Asie du Sud-Est resteraient sans soutien métropolitain effectif. Un contrôle allemand consolidé sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, s'ajoutant à une Grande-Bretagne visiblement affaiblie dans sa capacité à soutenir simultanément plusieurs fronts impériaux, aurait pu renforcer cette lecture japonaise sans nécessité de coordination directe entre Berlin et Tokyo, bien qu'il n'existe aucune preuve qu'un tel scénario eût avancé ou retardé de façon substantielle le calendrier que le Japon avait déjà tracé de manière autonome pour sa propre expansion vers la Malaisie, Singapour et les Indes orientales néerlandaises, des décisions qui répondaient avant tout à son propre besoin de pétrole et de caoutchouc après l'embargo commercial américain de 1941. L'entrée des États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne, déclaré le 11 décembre 1941 par décision d'Hitler en solidarité avec son allié japonais, se maintiendrait également comme un fait probable, étant donné que cette décision répondit davantage à la logique des engagements de l'Axe et à la propre évaluation idéologique d'Hitler sur le rôle des États-Unis dans le conflit, qu'à un calcul strictement dérivé de la situation sur le front européen. À partir de ce point, le poids croissant de la production industrielle américaine, canalisé vers la Grande-Bretagne et éventuellement vers l'Union soviétique à travers la loi de Prébaille, deviendrait un facteur de plus en plus déterminant, indépendamment des succès allemands spécifiques en Méditerranée ou de la date exacte à laquelle aurait été lancée ou évitée la campagne contre l'Union soviétique. Ce poids croissant devrait se manifester tôt ou tard par une offensive alliée destinée à récupérer du terrain en Méditerranée même. Dans la réalité historique, cette offensive prit la forme de l'opération Torch, le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie français en novembre 1942, qui profita de la neutralité nominale de ces colonies sous Vichy pour établir une tête de pont relativement peu défendue, depuis laquelle avancer vers la Tunisie et converger avec la 8e armée britannique qui poussait Rommel depuis l'Égypte après la bataille d'El Alamein. Avec l'Algérie et la Tunisie sous le contrôle effectif de l'Axe, grâce à une collaboration plus étroite avec Vichy négociée dès 1940, et avec l'Égypte déjà perdue pour les Britanniques depuis 1941, ce point d'appui pour un débarquement anglo-américain n'existerait simplement pas de la même forme. Les planificateurs alliés se seraient vus obligés de chercher une voie de réentrée alternative sur le continent européen, possiblement à travers les îles Atlantiques préalablement occupées comme mesure préventive, ou par une opération d'une plus grande envergure et d'un plus grand risque directement sur la côte ibérique, retardant de façon considérable le calendrier réel de la reconquête alliée de la Méditerranée qui, dans l'histoire effective, culmina avec l'invasion de la Sicile en juillet 1943 et l'entrée sur le territoire italien lui-même 2 mois plus tard. Ce retard n'aurait pas altéré pourtant la direction générale de la guerre vers 1944 et 1945. L'accumulation de la capacité industrielle alliée, combinée à l'entrée en combat éventuelle de l'Union soviétique sous l'une quelconque des variantes envisagées, aurait continué de pousser le conflit vers une usure que les gains méditerranéens allemands, si significatifs fussent-ils en termes de position géographique et de ressources énergétiques, n'étaient pas en mesure de renverser à eux seuls. Cependant, la stabilité d'un état-major doté d'une autorité stratégique prolongée dépendait d'un degré de cohésion interne que l'histoire même des relations entre les généraux allemands de cette période rend difficile à soutenir durant longtemps. Brauchitsch manquait du tempérament nécessaire pour maintenir uni un groupe de personnalités aussi fortes que Rundstedt, Guderian, Manstein et Rommel, dont les rivalités professionnelles et les différences de critères tactiques étaient déjà évidentes durant la campagne de France elle-même. Guderian, en particulier, maintint des conflits récurrents avec des supérieurs qu'il considérait comme excessivement prudents, tandis que Rommel développa un style de commandement indépendant qui, à plusieurs reprises réelles, le conduisit à agir en marge des directives de ses supérieurs directs en Afrique du Nord. À cela s'ajoutait le poids politique de Göring, dont la position de maréchal du Reich et de deuxième homme du régime lui octroyait une influence sur Hitler qu'aucun général de l'armée de terre ne pouvait égaler, même si son critère militaire s'avérait fréquemment contestable, comme le démontra réellement sa gestion de la bataille d'Angleterre et, plus tard, du pont aérien de Stalingrad. Et, de manière encore plus décisive, il y avait la structure parallèle de pouvoir représentée par Heinrich Himmler et les SS, qui opéraient avec une autonomie croissante par rapport au commandement militaire conventionnel et qui constituait,
en dernière analyse, la véritable garantie de sécurité personnelle du régime face à toute tentative de concentration de pouvoir de la part du corps des officiers traditionnels. D'autres noms illustrent cette même fragmentation. Walter von Reichenau, commandant d'armée aux sympathies idéologiques envers le régime beaucoup plus explicites que celles de Rundstedt ou de Brauchitsch, représentait au sein même du corps des généraux un courant disposé à collaborer étroitement avec les objectifs politiques d'Hitler, en contraste avec la réserve plus traditionnelle d'autres officiers d'origine aristocratique. Günther von Klug, qui parviendrait au rang de maréchal, maintint tout au long de la guerre une position ambiguë entre la loyauté institutionnelle et une certaine sympathie tardive envers les cercles qui conspiraient contre Hitler. Rommel, pour sa part, offre un exemple concret de la manière dont la discipline hiérarchique de l'armée allemande cohabitait avec une marge réelle d'insubordination tactique parmi les commandants victorieux. À plusieurs occasions documentées durant la campagne d'Afrique du Nord, il avança au-delà de ce que ses propres lignes de ravitaillement pouvaient soutenir, bravant les instructions explicites de l'état-major lui-même à Berlin, qui considérait ces avances comme un risque logistique inutile, sans que cela ne lui coûtât une sanction sérieuse tant que ses résultats sur le champ de bataille demeurèrent favorables. Cette même division des loyautés éclaterait de manière définitive le 20 juillet 1944, lorsqu'un groupe d'officiers, parmi lesquels Klaus von Stauffenberg, tenta d'assassiner Hitler dans un attentat qui échoua de peu, révélant que la tension entre une partie du corps des officiers et la direction politique du régime, loin d'être une hypothèse d'histoire alternative, avait été un courant réel et persistant durant toute la guerre, bien que jamais assez organisé ni cohésif pour altérer le cours des événements avant ce point tardif. Ces facteurs suggèrent que, même dans le scénario le plus favorable à l'autonomie militaire, la situation aurait été intrinsèquement instable et probablement temporaire. Hitler, dès qu'un revers significatif se produirait, que ce fût en Méditerranée, dans une éventuelle campagne soviétique tardive, ou dans la gestion diplomatique avec l'Espagne et l'Italie, aurait eu tant la disposition personnelle que les instruments institutionnels pour réaffirmer son contrôle direct sur la stratégie militaire, reprenant le modèle qui se consolida effectivement dans la réalité à partir de 1941, lorsqu'il commença à assumer de manière explicite le commandement suprême des opérations, se passant de plus en plus de l'avis de son état-major. Le limite structurel, économie de guerre et le poids des États-Unis. Au-delà des décisions stratégiques concrètes, il existe un facteur que des historiens de l'économie tels que Richard Overy ont documenté de manière exhaustive et qui conditionne tout exercice d'histoire alternative sur cette période. La capacité industrielle combinée des États-Unis, de l'Empire britannique et, à terme, de l'Union soviétique, surpassait de forme structurelle celle de l'Allemagne, même dans ses configurations les plus favorables. Les États-Unis, une fois leur économie mobilisée vers la production de guerre, atteignirent des niveaux de fabrication d'avions, de navires et de véhicules qu'aucun réordonnancement des priorités allemandes en 1940 ou 1941 ne pouvait espérer égaler. En 1944, la production industrielle américaine dépassait de loin la production combinée de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon réunis, une disproportion qu'aucun succès tactique isolé, aussi brillant fût-il, ne pouvait renverser sur le plan purement matériel. Cela signifie que, même dans la version la plus optimiste du scénario méditerranéen, avec Gibraltar, Malte et Suez sous le contrôle de l'Axe, et une campagne soviétique ajournée ou reformulée en termes plus modestes, l'Allemagne aurait gagné du temps et une position stratégique, mais n'aurait pas résolu le problème fondamental de son désavantage productif face à une coalition qui, tôt ou tard, combinerait les ressources américaines, britanniques et éventuellement soviétiques. La différence la plus plausible ne serait pas entre une victoire et une défaite allemande, mais entre une guerre plus prolongée, avec un Axe dans une position de négociation plus forte durant une phase intermédiaire, et la guerre réelle, dans laquelle l'Allemagne combina des erreurs stratégiques propres avec une sous-estimation systématique de la capacité de résistance et de réorganisation tant soviétique qu'anglo-américaine. Il existe en outre un contre-argument que des historiens spécialisés dans la campagne d'Afrique du Nord, comme Klaus Schmieder, ont soulevé contre l'optimisme associé à la stratégie méditerranéenne. Même avec des renforts précoces et une priorité logistique garantie,
Le désert libyen et égyptien imposait des restrictions physiques au transport de carburant et de ravitaillement qu'aucun changement dans l'ordre des priorités de Berlin ne pouvait éliminer complètement, puisqu'elle dépendait de la distance entre les ports de déchargement et le front, de la disponibilité limitée de camions et de la vulnérabilité des convois maritimes eux-mêmes face à l'aviation et aux sous-marins britanniques opérant depuis Malte, tant que celle-ci n'était pas neutralisée avec un succès total. L'exercice consistant à imaginer les généraux allemands aux commandes de la stratégie après la chute de la France ne pointe donc pas vers une victoire allemande qui, autrement, aurait été inévitable, mais vers une reconfiguration du rythme et de la séquence des événements, basée sur des décisions qui furent effectivement discutées, documentées et, dans certains cas, presque exécutées dans la réalité historique. Gibraltar fut aux portes d'être pris. La stratégie méditerranéenne compta un défenseur de poids au sein même du haut commandement. L'ajournement de la campagne soviétique fit l'objet de doutes réels, consignés par écrit par ceux-là même qui allaient devoir l'exécuter. Ce qui empêcha ces alternatives de se matérialiser ne fut pas le manque de capacité militaire allemande pour les mener à bien, mais la structure de pouvoir personnaliste construite délibérément autour d'un seul homme. Une structure qui, paradoxalement, se vit renforcée précisément par le succès que ces généraux avaient récolté sur le champ de bataille. Cette même structure explique également pourquoi aucune des options discutées dans ce parcours, ni la voie méditerranéenne, ni celle de l'ajournement soviétique, ni celle d'une collaboration plus étroite avec Vichy ou avec l'Espagne, ne devint jamais une ligne d'action soutenue dans le temps, bien que chacune d'elles eût compté, à un moment réel de 1940, des défenseurs capables d'articuler un argument militaire solide en sa faveur. Ian Kershaw lui-même, dans son étude sur le processus de prise de décision du régime, a documenté comment ce système, conçu à l'origine pour empêcher la concentration du pouvoir entre les mains de toute institution rivale, finit par produire l'effet inverse en concentrant de plus en plus de décisions opérationnelles concrètes en la personne d'Hitler, au fur et à mesure que sa confiance personnelle grandissait avec chaque victoire. Un mécanisme qui explique pourquoi la marge d'autonomie réelle de l'état-major large à l'été 1940 se réduisit de façon progressive et irréversible à partir de 1941. Les historiens qui ont étudié cette période s'accordent à dire que la victoire de 1940 fut, en ce sens, tout autant une bénédiction qu'un piège pour l'état-major allemand lui-même, car son succès finit par céder le contrôle de la guerre à celui qui était le moins disposé à écouter ses avertissements dans les moments décisifs qui allaient suivre. La question de savoir ce qui se serait passé si cet équilibre s'était maintenu un peu plus longtemps reste ouverte, alimentée par des documents partiels, des journaux intimes et des plans qui ne reçurent jamais un commencement d'exécution totale, et elle continuera probablement à nourrir ce même débat tant qu'il restera des archives militaires à réviser et des générations d'historiens disposés à les examiner.